Alors bonjour et bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle on va parler de motivation. Alors je vais m'appuyer entièrement sur le bouquin La motivation, c'est un petit fascicule aux éditions Sciences Humaines, sur la motivation, comme vous le voyez ici. Alors c'est un ouvrage collectif, c'est-à-dire que donc il y a plusieurs auteurs qui ont participé à cet ouvrage. Alors voilà le plan du livre, donc 4 parties, et chacune des parties est en sous-parties. Et donc chacune des sous-parties est faite par un auteur différent. Ce qui veut dire que chacun des thèmes ici est relativement indépendant des autres. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez directement aller voir Le cœur à l'ouvrage, Je procrastinerai demain, etc. Puisque c'est assez autonome. Et ce qui veut dire aussi que comme on va faire la lecture de quasiment tout, eh ben, on va avoir beaucoup de redites. Mais c'est intéressant d'avoir des redites. Non seulement ça vous permettra d'apprendre plus facilement, mais aussi sur une notion, vous allez avoir, par exemple, le behaviorisme, vous allez avoir plusieurs regards différents, parce que chacun va l'utiliser dans son contexte, etc. Et ça, c'est intéressant globalement, et puis aussi pour votre mémoire, par exemple, de voir que c'est pas aussi figé que ça, les choses. Voilà. Et enfin, donc, dans ce livre, on va avoir quelques explications d'expérience de réaliser sur le terrain, et ça c'est aussi pas mal parce que vous pourrez pratiquer ce genre d'expérience où on pourra discuter, voir si c'est encore praticable aujourd'hui ou pas, comment vous pourriez le faire ou l'adapter, etc. Voilà, donc la première partie, ça va donc être de faire la synthèse ou le résumé ou la lecture de ce livre. Ok, ça vous évitera de le faire vous-même. Vous pouvez le trouver dans la bibliothèque et sinon l'acheter facilement sur Internet ou autre. Alors nous débutons donc le premier chapitre, la première partie, c'est Qu'est-ce que la motivation, qui est écrite par Jean-François Dortier. Alors voici Dortier, donc Jean-François Dortier, il est né donc en 56, et donc c'est un psychologue français qui est donc justement directeur de publication, fondateur de Sciences Humaines. Vous avez vu la revue, c'était dans Sciences Humaines. Et puis donc il est éditeur ou participe à la production de nombreuses productions écrites là-dessus, donc le cercle psy, et puis de la vulgarisation en recherche, d'accord. Voilà, donc vous voyez qu'il a écrit pas mal de bouquins, publié plusieurs ouvrages, Les sciences humaines, Panorama des connaissances, L'homme, cet étrange animal, etc., etc. Voilà. Juste pour vous replacer la personne, et ce que je vous conseille de faire, c'est de lire au moins les fiches Wikipédia, vous voyez que ça casse pas non plus des briques, des différents auteurs, pour un petit peu les resituer et voir ce qu'ils ont écrit. Alors, après quelques considération annexe, l'article débute donc en prenant ancrage dans William James. Alors William James, que vous voyez ici, il est considéré comme le père de la psychologie aux USA. Donc pour le situer 1842 jusqu'à 1910, et à cette époque-là, la psychologie, c'était pas encore tout ça. Donc lui, il était classifié de philosophe au début, puis après, voilà, il est souvent présenté comme le fondateur de la psychologie en Amérique avec son bouquin The Principle of Psychology, donc les principes de la psychologie, et donc basé sur l'évolutionnisme et axé sur la réflexion philosophique évidemment de l'époque. Et puis après, donc, se sont intéressés des personnes vraiment à l'aspect psychologique. Alors pour le père fondateur de la psychologie aux USA, vous imaginez que la fiche Wikipédia est quand même très très remplie, donc on va pas tout lire ici. Par contre, voilà, hop, instinct et émotion, ça nous intéressait. Pour James, tout instinct est une impulsion. Et donc pour James, les hommes, comme les autres animaux, ont des instincts tels que la peur, la sympathie, etc. Les instincts ne nécessitent ni apprentissage ni fin. Et par contre, il nous dit que les émotions, c'est étrange, au contraire, sont des comportements appris ou ont besoin d'être guidés par une fin. Eh bien, donc c'est comme ça que l'histoire de la théorie de la motivation débute, c'est-à-dire que nous sommes animés par d'autres instincts fondamentaux, donc tout comme les animaux, on a des besoins physiologiques, boire, manger, bailler, dormir, éviter la douleur, etc. Et puis il y a des instincts propres au développement humain, par exemple, alors à l'époque c'était l'instinct de marche, c'est-à-dire la volonté du bébé, visiblement plus ou moins autonome, de se mettre à quatre pattes, puis de se redresser de quatre pattes à deux pattes, enfin bon, c'est pas le bébé bébé, mais bon. Voilà, il y a l'instinct d'imitation qui pousse les enfants à imiter les parents, les personnes âgées, etc., enfin les personnes plus adultes, d'émulation, etc., etc.
Et donc, dans ces différents instincts, ils s'opposent les uns aux autres, hein, et donc certaines pulsions instinctives, telles que par exemple l'affirmation de soi, c'est réfréné par d'autres pulsions aussi instinctives, qui est par exemple la peur du danger, d'accord. Dans la confrontation sociale, on a envie de se mettre en avant, mais on n'a pas envie, mais en se mettant en avant, donc l'affirmation de soi, on n'a pas envie non plus de se mettre en danger, et donc voilà pour comment est-ce qu'on s'auto-régule d'après William James. Et donc commence à apparaître des listes d'instincts, tels que la curiosité, la pudeur, l'instinct grégaire, la propriété, l'amour, qui est séparé en sexualité, maternelle, etc. Voilà. Donc ça commence comme ça l'histoire, et puis on voit que les instincts peuvent être régulés par l'expérience et la réflexion, et qu'ils varient eux-mêmes selon l'âge, le sexe et la personnalité. Nos instincts propres sont différents selon l'âge, évidemment, quand on est bébé, enfant, etc., adulte, on n'a pas les mêmes besoins, donc les mêmes instincts. Alors, succès et succession. Ah, ça, c'est moi le titre, hein, j'en suis fier. Hein. Alors, la théorie des instincts, donc, avec William James, ça a eu beaucoup de succès au début du XXe siècle. Vous voyez qu'il est mort en 1910, donc c'est vraiment le tout début. Hein. Et puis après, donc, en fait, il a été transféré depuis la psychologie, où il est né, si on veut, vers d'autres sciences sociales, par exemple vers l'économie, parce qu'il y avait aussi l'instinct de propriété, et donc les économistes en sont emparés, etc. Puis, cette notion d'instinct a été délaissée. En fait, on est reparti après sur quasiment le contre-pied, puisque le propre de l'homme serait justement d'échapper à ses instincts, alors que le propre de l'animal, ce serait d'être soumis à ses instincts. Et donc, les instincts sont la clé d'explication du comportement animal, et par le fait de ne pas s'y référer seulement, ce serait le propre de l'homme. Donc là, le contre-pied est total, hein, puisque l'instinct n'est plus du tout explicatif de l'homme, hein, on y échappe. Et puis vers la fin des années 90, donc il y a une nouvelle branche de la psychologie qui apparaît, c'est la psychologie évolutionniste, et avec par exemple Steven Pinker, etc. Donc vous voyez ici. Et donc c'est un linguiste et psychologue cognitiviste américain-canadien. Eh bien, il y a un retour de l'instinct, donc instinct du langage, instinct moral, voilà, de la volonté, même un instinct de la course à pied. Tout à l'heure, il y avait l'instinct de se mettre debout, hein, de marche chez l'homme. Et ben voilà, là, il y a l'instinct de courir. On a vu donc que euh, William James aux USA, c'était 1910, hein, son décès. Donc, alors que la théorie des instincts se développait aux USA, que se passait-il en Europe? Alors, vous avez tous tout de suite reconnu qui était la personne ici. Donc, c'était justement, vous voyez les dates, hein, l'émergence de la théorie freudienne et donc de la psychanalyse en Europe. Donc, alors là, complètement différent. L'explication de nos conduites, en fait, donc il y a le conscient et le subconscient et l'inconscient, pardon, excusez-moi, conscience et inconscient. Et l'explication de nos conduites, on ne peut pas l'expliquer par notre conscience, on n'en a pas nous-mêmes conscience, hein, voilà, conscient, parce que ça relève de notre inconscient. Voilà, et le mix des deux, la conscience et l'inconscient, c'est ce que Freud aurait appelé le ça. Donc nous aurions alors plusieurs pulsions, mais deux pulsions fondamentales antagonistes, Eros et Thanatos. Eros, pulsion de vie, pulsion sexuelle, la libido, etc. Thanatos, pulsion de mort, de destruction, etc. Et alors, donc pour Freud, eh bien, la pulsion, elle est définie comme étant, elle n'a qu'un but, hein, s'assouvir, et donc nos désirs se heurtent à des interdits sociaux qui sont eux-mêmes intériorisés dans le psychisme humain par l'éducation, par la culture, par l'entourage. Et ça, c'est ce qu'il appelle le surmoi. Donc, dans le ça, on a des pulsions de sexuelles, mort, etc., etc. La pulsion veut être assouvie, mais nous avons notre surmoi qui nous dit pour bien nous comporter en société, il faut faire ceci, il faut faire cela, et donc ne pas laisser libre cours à nos pulsions. Et donc il y a comme ça un conflit entre pulsion et interdit, pulsions qui viennent du ça, et interdits qui viennent du surmoi, qui est donc le transfert de ce que la société attend de nous. C'est marqué là, entre ça et sur moi, voilà. Et donc, c'est cela, c'est ce conflit qui produirait les rêves, les actes manqués. Et ce conflit aussi expliquerait la plupart des troubles mentaux, tels que les névroses, les psychoses, etc. C'est-à-dire des pulsions que nous ne pourrions pas mettre au monde. Alors justement, ces pulsions, elles naissent du ça, mais qu'est-ce qu'elles deviennent à cause du surmoi? Alors, deux possibilités. Le surmoi gagne et donc il y a un refoulement. C'est pas le surmoi gagne, mais en fait, on les refoule
pour que pour bien se comporter en société, on les rentre en nous, quoi. Donc tentative du psychisme de tenir le lion en cage. Non seulement c'est très coûteux, mais en plus ça produit des débordements, des actes manqués, des cauchemars, des frustrations, etc. D'accord? Voilà. Et sinon, il y a la sublimation, c'est-à-dire, alors là, c'est le processus inverse, c'est-à-dire on arrive à accoucher de nos pulsions dans le monde, mais sous une forme socialement acceptable. Par exemple, de l'agressivité, qui serait une pulsion proche de Thanatos, pourrait être transformée en un sport, d'accord? Donc ça peut être le foot, mais ça peut aussi être le rugby qui est plus agressif, ça peut être la boxe qui est encore plus agressif, etc. Pour la libido, etc., donc les pulsions peuvent être plus éros, eh bien ça serait peut-être, enfin ça pourrait être l'art comme un déversoir de ces pulsions-là. Euh, euh, voilà, les œuvres artistiques seraient le reflet de nos pulsions et permettraient de les exprimer de manière socialement acceptable. Et donc, en fait, pour Freud, toutes les activités humaines sont des déversoirs pulsionnels. Il n'y a que quelques pulsions fondamentales, et tout ce que nous faisons, c'est pour satisfaire ces pulsions. Alors, je vous ai mis à titre de clin d'œil l'épistémophilie, ça me concerne. Pourquoi? Parce que c'est la volonté, vous voyez, l'amour de l'étude, en fait. Voilà, donc forcément, hein, quand on est maître de conf, on est frappé par cette maladie, et bien voilà, et bien c'est un acte détourné d'exprimer ma libido, ma volonté éros, n'est-ce pas? Voilà, qui m'a fait voilà, la volonté de puissance aussi, hein, dans l'épistémophilie, la volonté de domination, etc. Voilà, donc pour Freud, ce serait l'explication, par exemple, de l'amour de l'étude. Et donc la psychanalyse, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle analyse ses désirs au niveau donc de ce qu'ils appellent les mentalisations, c'est-à-dire puisque ce n'est pas accessible au conscient, c'est ça qui est très intéressant chez Freud, c'est que le conscient n'a pas accès à toutes ces pulsions, aux pulsions initiales. C'est notre inconscient qui les crée, et puis le conscient, il se débrouille entre la pulsion, c'est la volonté de quelque chose, et puis le surmoi, la norme, etc. Et donc c'est de là que viendraient nos rêveries, nos fantasmagories, nos idéalisations, etc. Ok? Donc voilà, donc ça peut être refoulé, intériorisé, etc., auquel cas ça peut créer aussi des troubles mentaux, ou ça peut être sublimé par l'art, etc. Voilà. Alors, donc on a vu la théorie de freudienne, et maintenant, donc entre l'entre-deux-guerres, donc je vous rappelle que Freud, il s'est éteint en 39, vous voyez ici, 1939, et donc entre les deux guerres est apparu donc aux USA le behaviorisme, d'accord? Alors, théorie, encore une fois, complètement différente. Cette fois-ci, il nous dit que la clé du comportement humain, en fait, c'est l'apprentissage. Et donc, ça revient à la théorie des instincts. Le premier apprentissage, c'est en fait le conditionnement. Alors, ça a été brillamment démontré par Pavlov, donc, que vous voyez ici, avec son célèbre chien. Donc, qu'est-ce que ce serait? Alors, donc, il y a... donc, juste en quelques mots, l'expérience de Pavlov, vous savez, il donne à son chien euh, à manger, quoi, une sucrerie, ou de la viande, c'est de la viande en fait. Euh, donc le chien salive, il le met en même temps qu'une petite sonnette, et puis il s'aperçoit que après, lorsque il déclenche la sonnette sans mettre la viande, et ben le chien salive parce qu'il a associé le fait qu'il y a la sonnette lorsqu'il y a la viande, et que donc il va se régaler. Voilà, et donc il y a un apprentissage comme ça, un conditionnement. Alors ça a été utilisé dans la publicité aussi, hein. L'apogée de ce behaviorisme, donc le comportementalisme, vous voyez que, enfin voilà, c'est dans les années 50 avec Watson, Skinner et Carl Hull, dont on reparlera plus tard. Par exemple, pour Hull, pas plus tard que maintenant, les pulsions, ça s'inscrit dans le cadre de la vision de l'apprentissage. Elles ne sont pas initiales, elles sont construites. C'est-à-dire, quand on réussit une activité, eh bien ça m'encourage à persévérer, s'il y a un aspect positif, d'accord? Et c'est de là d'où viendrait le goût, la vocation. Et donc vous voyez que la pulsion, là où on pourrait se dire, j'ai une vocation à faire de l'art, etc., pas du tout. C'est parce que on a réussi dans les premières activités, et puis ce renforcement positif nous a donné cette vocation qui est proche peut-être de la pulsion. Donc revenons au chien-chien, hein. Comment ça se passe avec le renforcement positif? Eh bien, donc on veut lui apprendre quelque chose, en l'occurrence, alors c'est la réaction de saliver par rapport à teinter une sonnerie. Et donc il y a ce renforcement positif. Quand il entend la sonnerie, hop, il a la récompense, et voilà. Et donc il associe la sonnerie au plaisir, et
Vous voyez, c'est exactement ça, le renforcement positif. Alors, néanmoins, les comportementalistes s'aperçoivent quand même qu'il y a, à la base, il y a un besoin, hein, parce que ça ne marche pas si le chien est repu. Vous pouvez lui, si il est full, hein, vous pouvez cliquer sur la sonnerie, il apprendra rien du tout. Pareil pour les rats, pareil pour les pigeons, pour toutes les expériences, il faut un besoin fondamental au départ de l'animal pour qu'il puisse apprendre quelque chose. Vous pouvez le simuler. Mais si il n'a pas de ce besoin, eh ben, il ne va pas associer ni la sortie du labyrinthe avec le morceau de fromage, ni dans le cas du chien avec la sonnerie, etc. Ça ne marchera pas. Et donc, on se réintéresse à la théorie des besoins. Et alors, il y a eu une foultitude de théories des besoins, des bouquins entiers sur la liste des besoins, etc. Et ça devenait un peu... partait dans tous les sens, très chaotique. Et jusqu'à ce que Maslow arrive, donc Abraham Maslow, vous voyez, 1970 pour le décès. Donc c'est un psychologue américain humaniste. Et lui, donc, alors ça, vous connaissez la pyramide, hein, dans tout le développement personnel, on parle de ça. Donc nous aurions des besoins, mais qui seraient hiérarchisés. Les besoins de base, ce sont les besoins physiologiques, c'est-à-dire respirer, manger, boire, le sexe, le sommeil, l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre intérieur, excrétion, hein, déféquer, etc. Voilà. Tout ça, ce sont nos besoins physiologiques. Tant qu'ils ne sont pas satisfaits, on reste dans cette étape-là. Et puis une fois qu'ils sont satisfaits, on peut passer à d'autres types de besoins, qui est le besoin de sécurité du corps, de l'emploi, de sécurité de l'emploi, sécurité des ressources à venir, de la moralité, d'accord? On s'intéresse à notre famille, à la santé, à la propriété, etc. Mais vous intéressez pas à la propriété si vous mourrez de faim, vous mourrez de soif. Puis, lorsque ces nouveaux besoins de sécurité sont satisfaits, eh bien, il y a d'autres besoins qui apparaissent, tels que l'amitié, l'intimité sexuelle, la famille, etc. Et une fois que ces besoins sont satisfaits, c'est-à-dire que vous avez des amis, vous avez une famille stable, etc., eh bien, vous passez à un autre stade de, euh, de besoins qui sont l'estime de soi, la confiance, la réussite, le respect des autres, le respect par les autres, d'accord? Donc on voit que ça s'ouvre vers le champ social, hein. Donc le champ social qui au début était, au début c'est sa personne à soi, puis ça commence hein, avec la sécurité, etc. On commence à s'intéresser aux autres avec la famille et autres. Puis lorsque là, ben, l'amour forcément... Bon, à part Oedipe, hein, mais sinon on est amoureux de personnes extérieures à nous. Donc amitié, famille, amour, amitié, hein, d'accord. Puis là on s'ouvre vraiment dans le champ social. Et enfin, dernier stade de la pyramide de Maslow, eh bien l'auto-actualisation, aussi appelé besoin de se réaliser, d'accord. Donc Maslow avait écrit un bouquin, c'est je crois la meilleure version de soi-même, que vous pouvez trouver je crois à la bibliothèque. Donc, où là, on s'intéresse à des domaines philosophiques, à la moralité, à la créativité, la spontanéité, de résoudre des problèmes, d'absence de préjugés, d'acceptation des faits. On touche à la sagesse, on touche au divin. Et donc, cette pyramide des besoins, eh ben, ça a un peu mis de l'ordre, si on veut, c'est un ordre, hein, techniquement, dans la foultitude des théories sur les besoins hein, de différentes natures. Voilà, et elle reste aussi encore aujourd'hui d'actualité. Et alors, Maslow, avec donc la psychologie humaniste qu'il crée, si on veut, dit que enfin, on est drivé, on est dirigé par l'auto-actualisation, le besoin de se réaliser, d'accord? Notre but, ce serait de pouvoir satisfaire les différents besoins d'Anana jusqu'à arriver là. C'est ça qui nous serait notre source de motivation, c'est-à-dire de nous réaliser. Et alors, qu'est-ce que c'est que le besoin de cette réalisation de soi? Donc, réalisation de soi, c'est l'auto-actualisation. Hein. Alors, il nous dit, c'est un petit peu vague, hein, mais un musicien doit faire de la musique, un artiste doit peindre, un poète doit écrire s'il veut être vraiment heureux. Ce qu'un homme peut faire, il doit le faire, ce besoin, nous pouvons l'appeler réalisation de soi. Bon, c'est un petit peu vague, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que donc nous serions motivés par monter dans cette pyramide hein, le plus possible. Et au final, hein, on a quelque chose à apporter dans ce monde, et c'est ça, ce besoin-là qui est fondamental, ce besoin de nous réaliser. Alors ce besoin, c'est donc le pilier de la psychologie humaniste et qui a donné aujourd'hui le développement personnel. Donc elle nous dit complètement que le besoin de vivre d'un humain n'est pas du tout limité aux besoins primaires de l'être humain. Hein. Le besoin primaire de l'être humain, c'est juste ce stade-là, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de réaliser les différents stades jusqu'à pouvoir enfin nous réaliser.
Et donc on recherche un accomplissement au travers des arts, de la culture, de la spiritualité, etc., de tout ce qui relève donc du dernier niveau. Alors d'autres psychologues humanistes tels que McClelland disent que ce besoin d'accomplissement, il est profondément ancré dans notre nature humaine et c'est ça qui explique nos réussites dans les études, notre volonté de travailler, de faire du sport, de faire des arts, de la science, de la vie de famille, etc. C'est parce qu'on a besoin de nous réaliser et on a ça ancré en nous, ce besoin d'accomplissement. Alors, comme on en est à 20 minutes exactement, et ben je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant et puis on va reprendre juste après, avec la suite.